matin, il y a beaucoup de manifestations en ville, mais vous avez pris de votre temps pour être là ce matin parce que vous aimez la Côte d'Ivoire. Soyez bénis et applaudissez-vous vous-même. Merci beaucoup. Nous avons commencé notre lutte d'abord avec le FORCI, le Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en 2017. Et notre combat, c'était la réconciliation. Notre combat, c'est toujours la réconciliation. Mais je rappelle cela pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui nous voulons mettre l'accent sur les détenus politiques et militaires. En 2017, nous avons remarqué qu'en dehors de l'opposition, personne ne réclamait la libération des détenus politiques et militaires, et même civils. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'injustices dans cette guerre de 2010. Un peu comme on fait maintenant là. Si tu es le frère de quelqu'un à qui on a un problème, avec qui on a un problème, on te met en prison. Actuellement même, il y a un ami de Serge Kofi, je ne vais pas dire son nom, parce qu'il ne veut pas qu'on parle de lui. Il est du Nord, simplement parce qu'il est ami à un cyberactiviste qui a été arrêté. Aujourd'hui, je vous parle, on l'a mis en prison. Mais il n'a pas voulu qu'on communique dessus. C'est un délit d'avoir un parent, c'est un délit d'être ami à quelqu'un. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, on ne respecte pas les droits des Ivoiriens. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on se lève pour dire la vérité. On n'a pas insulté quelqu'un. Ce qu'on vit là, c'est de ça qu'on parle. Donc, comme je disais en 2017, en dehors de l'opposition, personne ne réclamait la liberté des détenus politiques et militaires. Et c'est nous qui nous sommes levés. On a dit que ce n'est pas normal. Le président a fini un mandat, il n'y a pas eu de réconciliation. On est dans le deuxième mandat. Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, on fait pour forcer cette réconciliation? Donc nous sommes levés. Je vous raconte tout ça pour que vous puissiez comprendre. Parce que dehors, là, quand les gens vont parler, vous saurez quelle réponse leur donner. Donc nous, on s'est levés. Le 15 novembre 2017, à la faveur de la Journée internationale de la paix, on a lancé un projet qu'on a appelé Zéro violence en 2020. Et à partir de là, on a fait la conférence de presse le 15 novembre. À partir du 25 novembre, à Trècheville, on a commencé la consultation des Ivoiriens. Parce que le gouvernement a mis sur pied la CDVR, les gens ont travaillé, ils n'ont rien fait des résultats de la CDVR. Et pourtant, c'est des milliards qui ont été investis dedans. C'est pour cela que nous disons que c'est la comédie que le gouvernement joue quand il parle de réconciliation. Enfin, où sont les résultats? Où sont les résultats? On a dépensé beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de réconciliation. Donc, nous sommes allés vers les Ivoiriens. On a fait plusieurs communes d'Abidjan. On a fait des communes au nord, à l'ouest. Et on est parti vers les réfugiés au Ghana. Pour savoir si les Ivoiriens eux-mêmes, là, ils sont prêts. Et nous nous sommes rendus compte que l'Ivoirien, qui depuis Félix Houphouët-Boigny a intégré la paix, est vraiment un homme de paix. Notre problème, c'est les politiques. C'est eux qui, à cause de leurs intérêts, mettent les gens en palabre, instrumentalisent le peuple. Et c'est pour cela que la mission que nous nous sommes donnée, c'est d'ouvrir vos yeux. Comme ça, quand un politicien vient vous mentir, là, vous savez si c'est vrai ou bien si c'est faux. C'est très important que vous sachiez certaines choses. Et donc, quand on a fini notre tournée et qu'on s'est rendu compte que le peuple lui-même, il est prêt, on a écrit au président de la République le 31 mai 2018 pour demander une amnistie générale. Pourquoi une amnistie générale? Il y a certaines ONG qui s'en sont plaintes que oui, ça va faire l'impunité. Mais quand on est dans un cas d'injustice, là, qu'est-ce que vous voulez? Des gens sont en train de souffrir en prison pendant que d'autres personnes que nous tous on connaît qui ont tué ont des promotions.
disposer à la réconciliation, ceux qui sont brimés là, on doit régler leurs problèmes. Et c'est un peu ce que la présidente disait tout à l'heure. Si on libère les prisonniers politiques et militaires, tout le monde sera disposé à la réconciliation. On ne peut pas avoir des gens en prison et puis parler de la réconciliation. C'est pour ça que quand on parle de paix et de réconciliation, il faut montrer sa bonne foi en posant des actes qui prouvent qu'on veut aller à la réconciliation. Ce n'est pas dans les discours. Et quand le peuple voit ces actes-là, le peuple suit. Donc, pour ne pas être trop long, on va dire qu'on a écrit au chef de l'État le 31 mai 2018. Le 6 août 2018, il a pris une amnistie, mais ce n'était pas une amnistie générale. Alors que l'amnistie générale que nous demandions là, c'était bon pour tout le monde. Parce que le problème, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas pris d'amnistie générale, même si aujourd'hui, on va à une paix relative et qu'il y a un nouveau gouvernement, soyez sûrs que tous ceux qui ont tué, qui n'ont pas été jugés là, ils seront jugés. Alors que si on prend une amnistie générale, on pardonne à tout le monde, on repart sur de nouvelles bases, on s'assoit pour parler de réconciliation là. Les Blancs disent, personne n'a une épée de Damoclès sur la tête. Ça veut dire que chacun est libre, il n'y a plus de menace sur la vie de quelqu'un, et puis on parle de réconciliation de façon sincère. Eux-mêmes qu'on n'a pas encore jugé là, ils n'ont pas voulu amnistie générale. D'accord? On va aller avec ça. Ils ont fait une amnistie partielle. Mais est-ce que vous trouvez normal que des personnes qui ont obéi à d'autres, si je prends par exemple le cas de la crise post-électorale, moi je suis militaire, c'est les ordres que mon patron me donne, c'est pas ça que je fais. Voilà Mangou qui est ambassadeur, je ne sais pas où là. Le président Bako a quitté, sa femme est dehors, et ceux qui leur ont obéi sont en prison. Est-ce que ça là c'est logique? Le militaire, ce n'est pas lui seul qui fait les choses. C'est en fonction des ordres que ses patrons lui donnent là, que lui il agit. Donc si les patrons sont libérés, pourquoi eux ils sont encore en prison? Et puis comme on a dit, il y a des détenus politiques. Le pouvoir ne veut pas qu'on dise ça, mais c'est la vérité. On a des détenus politiques en Côte d'Ivoire. Les députés du président Soro Diop qui ont été arrêtés là, on n'a pas respecté les procédures. On les a mis en prison, ils sont encore là-bas. C'est ça qu'on appelle prisonniers politiques là. Et il y en avait avant eux. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où chaque Ivoirien doit regarder la vérité en face et puis prendre ses responsabilités. On n'a pas d'armes, mais si on est nombreux là, on peut changer les choses. Parce que tout ça, ce sont des injustices. Et c'est pour cela que nous sommes à 3 mois des élections. Il n'y a pas de réconciliation, mais il y a aussi d'autres problèmes. Et comme la répétition est pédagogique, je vais revenir sur ce problème. Pourquoi ACI a lancé un mot d'ordre le 14 août? Le premier problème, c'est la liste électorale. La liste électorale, là, c'est un instrument qui est très important pour des élections crédibles. Est-ce que nous allons à ces élections avec une bonne liste électorale? La réponse est non. Pourquoi non? Simplement parce que cette révision-là n'a pas été faite dans les normes. Dans notre code électoral, on dit que la révision de la liste électorale se fait chaque année. Parce que chaque année, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent. Chaque année, il y a des nouveaux majeurs. Donc, on actualise ça petit à petit. On n'attend pas l'année électorale pour faire un truc global. Mais dans ce cas, il faut donner le temps pour le faire. Il faut se donner le temps pour le faire. Et donc, dans notre pays, on n'a pas fait de révision en 2017. 2018, il y a les élections locales. On prend une semaine seulement pour faire la révision de la liste électorale. En 2019, on ne fait rien. Et puis en 2020, parce qu'il y a des élections, on choisit 2 semaines seulement. De qui on se moque?
Et on se moque de vous, on se moque de nous, parce qu'on ne réagit pas. On nous prend pour des moutons. On dit ceux-là, ils ne vont rien faire. Nous, on fait ce qu'on veut. Et donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens, des millions d'Ivoiriens qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale pour 3 raisons. La première, c'est que quand il y a eu la guerre, il y a des registres qui ont été détruits. Donc, actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas d'extrait de naissance. Parce qu'on n'a pas reconstitué tous les registres. Et le gouvernement en est conscient. C'est pour cela qu'en 2018, ils ont pris une loi pour faciliter l'obtention des pièces administratives. Mais quand vous avez pris une loi en 2018, qu'est-ce qui vous empêchait de 2018 à 2019 de prendre les dispositions pour faire une campagne autour de ça? Et puis vous attendez 2020. Et puis c'est en juin là, on vient presser tout le monde dans le coronavirus. La procédure pour reconstituer son extrait de naissance prend 3 semaines. Et puis on donne 2 semaines pour faire la révision. Le deuxième problème, c'est qu'on avait décrété l'isolement du Grand Abidjan. Ça veut dire que tu ne peux pas t'élever toi seul comme ça pour aller à l'intérieur ou bien quitter l'intérieur pour venir à Abidjan. Il faut prendre l'autorisation dans les préfectures. Et là encore, le traitement des demandes prend du temps. Le transport a augmenté. Comment les gens font? Beaucoup n'ont pas pu se déplacer pour aller faire leurs pièces. Le troisième problème, c'est l'administration elle-même. Les gens déposent leurs demandes. Ceux qui ont tout fait pour déposer leurs demandes, là, on n'a pas traité. Et en ce qui concerne les nouveaux majeurs, on vous dit qu'à Gabou, on a déposé 30 000 demandes, ils ont traité 200. Donc les 28 800 qui restent là, eux, ils ne doivent pas voter. De quel droit on les empêche de s'inscrire sur la liste électorale? À Mans, ils ont déposé 16 000 dossiers. Ils ont traité 300. Ça veut dire que les 17 700 qui restent là, eux seuls qui décident que ceux-là ne vont pas s'inscrire sur la liste. Et les exemples sont légion. Si on veut prendre les 201 communes du pays, là, vous comprenez avec moi qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire. La CEI elle-même, quand elle a commencé cette affaire de révision, elle a dit qu'elle attendait 6 millions de nouveaux inscrits. Comme ils ne nous donnent jamais les bons chiffres, à la fin, la CEI dit qu'il y a 900 000 Ivoiriens qui ont pu s'inscrire. La RTI dit qu'il y a 1 600 000. Dans tous les cas, on n'a même pas atteint le tiers des 6 millions qu'on attendait. Donc, il y a plus de 4 millions là. Eux, ils ne doivent pas s'inscrire sur la liste électorale. Le droit de vote là, c'est un droit pour lequel les gens ont bataillé longtemps. On ne doit pas jouer avec. C'est le droit de vote qui nous permet de choisir nos dirigeants, de les plébisciter parce qu'ils ont bien gouverné ou de les sanctionner parce qu'ils ont mal gouverné. Et on ne doit le dénier à personne. Donc notre première revendication, c'est de dire qu'au plus tard, le 6 août 2020, que le président Alassane Ouattara prenne une ordonnance pour dire qu'on va reprogrammer la révision de la liste électorale. De sorte que tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire puissent s'inscrire et qu'on aille à ces élections avec une liste crédible. Ça, c'est la première revendication. La deuxième revendication va dans le sens de la réconciliation. Pourquoi depuis il n'y a pas de réconciliation? Il n'y a pas de réconciliation parce qu'il n'y a pas de communication entre les leaders politiques et sociaux. Vous voyez aujourd'hui, si l'UFD n'avait pas son congrès, si le FPI n'avait pas son assemblée générale, si toutes ces manifestations politiques qu'on a en ville n'étaient pas, on allait être plus nombreux ici. C'est pour dire quoi? Les Ivoiriens, là, chacun a son parti. C'est nous qui n'avons pas de parti là, qui sommes venus nous asseoir ici aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, c'est nous tous. Et donc le RHDP, lui seul,
peut pas se permettre de décider pour nous tous. C'est pour ça que depuis, il n'y a pas de réconciliation. Parce qu'ils parlent de réconciliation sans demander l'avis des autres. Ils prennent des décisions pour la réconciliation sans associer les autres. Donc ça ne peut pas marcher. Donc notre deuxième revendication, c'est laquelle? C'est que le 6 août 2020, le président prenne une grâce présidentielle pour 3 choses. La première, c'est d'enlever tous les 20 ans qu'il a collés à ses opposants politiques. Tous ceux qui ont été jugés par contumace là, on doit annuler leur peine. Le deuxième point, c'est la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Le troisième point, c'est le retour sécurisé. On insiste sur le sécurisé des exilés. Parce qu'ils vont nous mentir. Ils vont nous mentir que depuis l'amnistie du 6 août, tous les prisonniers politiques pouvaient rentrer. Il y a des gens qui ont essayé de rentrer, on les a arrêtés. Il y a d'autres qu'on a essayé d'arrêter, ils ont pu fuir. Donc c'est un mensonge quand on vous dit que tous les exilés peuvent rentrer, ce n'est pas vrai. Donc cette grâce présidentielle permet de libérer tous ceux-là, leur permet de rentrer dans leur pays. Parce que dans notre constitution, il est écrit que nul ne doit être contraint à l'exil. Et le président Ouattara lui-même, quand il était en exil, le président Gbagbo l'a fait venir. Aujourd'hui, c'est lui qui sait comment on met les autres en exil. C'est pas sérieux. Et parmi tous ces exilés, il y a des candidats. C'est nous qui devons choisir qui on veut. C'est pas à lui de faire le tri. Tous ceux qui veulent se présenter doivent se présenter. Nous, on va regarder leur projet de société et puis on va choisir qui on veut. Donc, quand les gens rentrent, c'est pas rentrer pour rentrer. Ils doivent s'asseoir pour faire ce qu'on appelle le dialogue inclusif. Ça dit le président Ouattara est là, le président Gbagbo est là, le président Bédié est là, le président Soro est là, Blé Boudé est là, le président Stéphane Kipré, tous ceux qui sont dehors, là, qui sont là. Et puis ensemble, ils décident, est-ce qu'on va aux élections le 31 octobre? Est-ce qu'on n'y va pas? Quelle que soit la réponse là, c'est ensemble, ils vont nous dire sur quel calendrier. Est-ce que vous pensez que si on a fait ça, la réconciliation, ça ne va pas venir seul? Alors, donc c'est à nous le peuple. Quand ils ont fait la guerre en 2010, là, eux tous là, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dedans. Hein. C'est nous. On dit 3000 morts, nous tous on sait que c'est faux. Il y a eu plus de morts que ça. Donc nous qui mourons quand eux ils prennent leurs décisions, là, à partir d'aujourd'hui, on doit s'imposer à eux. Eux, ils ne vont pas prendre des décisions pour nous tuer. Nous, on doit leur dire ce qu'on veut pour la paix. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on doit faire ensemble. Pour leur dire que si on était des moutons avant, on a grandi, nos yeux se sont ouverts. Maintenant, on veut décider aussi. Et ce qu'on a décidé là, on va se battre pour ça. Parce qu'il s'agit de nos vies. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc ça, c'est la deuxième revendication. La troisième, c'est par rapport à leur CEI. On ne va pas s'étendre dessus. Vous-même, vous avez vu comment s'est passé le dialogue politique sur la CEI. Toute une comédie. Pour faire plaisir à la communauté internationale, on dit on engage le dialogue. Mais la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris sa première décision, son premier arrêt, le 18 novembre 2016. Et on a donné 1 an à l'État de Côte d'Ivoire pour s'exécuter. Comme nous, on ne respecte rien, c'est en 2019 qu'on a commencé ce dialogue. C'est le 6 août 2018, 1 an et demi après, que le président a accepté enfin de faire cette réforme. Mais il n'y a pas eu de réforme. Quand on dit réforme, là, il y a la composition, il y a les attributions, il y a le fonctionnement. Et c'est dans tout ça là qu'on met les éléments qui font qu'on dit la CEI, là, elle est indépendante, elle est impartiale. Ils se sont limités à la composition. Et ils ont fait une mauvaise composition.
Parce que dans la CEI actuelle, ceux qui représentent la société civile, là, nous, on ne les connaît pas. À commencer par son président. Ceux qui représentent l'opposition, là, ils ne sont pas tous de l'opposition. J'ai toujours mes deux exemples sous la main. Le premier, c'est Henriette Laboule. Le 3 juin 2019, elle a fait une conférence de presse qui dit qu'elle appartient désormais au RHDP. Comment quelqu'un comme ça peut aller représenter l'opposition dans la CEI? Ça ne va pas. Le président de la CEI, c'est un ancien force nouvelle. Il n'est pas de la société civile. Et il a été secrétaire général de l'ex-président de la Cour suprême, Mamadou Koné. Quand on a nommé Mamadou Koné président du Conseil constitutionnel, il était encore secrétaire général là-bas. C'est de là-bas, là, on l'a envoyé à la CEI, on dit c'est société civile. Il ne faut pas se moquer de nous. Donc le 15 juillet dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 15 juillet 2020, tout près là, a pris une décision pour dire que la CEI, là, avant toute élection, c'est ce qui est écrit là-bas, on doit changer les représentants de l'opposition et les représentants de la société civile. Normalement, quand on est un gouvernement respectueux des lois, dès qu'on a dit ça, là, on suspend la CEI actuelle. On fait le travail de gouvernement et on continue. Mais c'est après ça même ils ont convoqué le réunion pour dire venez, on va parler des parrainages. Les gens ne nous respectent pas. C'est à nous de nous faire respecter. Ça, c'est pour la CEI. Maintenant, le quatrième problème, c'est lequel? Et je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas. C'est le Conseil constitutionnel. Quand la CEI finit de donner les résultats provisoires, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs. Et on a vu en 2010 les problèmes que le Conseil constitutionnel nous a donnés. Le même Conseil constitutionnel a fait 2 investitures. C'est pour vous dire à quel point le Conseil constitutionnel peut être dangereux. Et vous connaissez nos amis les juristes dans leur gros français là. Ils trouvent toujours les raisons pour justifier ce qu'ils ont envie de faire. Ça veut dire que même avec la meilleure des CEI, si le Conseil constitutionnel n'est pas bon là, c'est des problèmes qu'on a encore. Parce que quand la CEI va donner ses résultats, lui, il a le pouvoir d'invalider ses résultats. Ça veut dire d'annuler ses résultats. Alors que le Conseil constitutionnel actuel, là, il est illégal. Pourquoi il est illégal? Il est illégal et il est anticonstitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans l'article 128 de notre constitution actuelle, est composé de 9 membres. Quels sont ces 9 membres? Le premier, c'est le président du Conseil constitutionnel. L'article 129 dit que c'est le président de la République qui le nomme. Le deuxième, ce sont les présidents, les anciens présidents. Les anciens présidents, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on en a 2. Le président Bédier et le président Gbagbo. L'article précise s'ils le souhaitent. Mais on ne leur a pas demandé s'ils voulaient. Et puis maintenant, le troisième tiret, on dit qu'il y a 6 conseillers. 6 conseillers là, il y a 3 qui sont désignés par le président de la République, 2 qui sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et 1 qui est désigné par le président du Sénat. Les 9 là. Le président Alassane Ouattara, lui seul, les a nommés en 2014. Et dans la Constitution, il est écrit que les membres du Conseil, là, leur mandat est de 6 ans non renouvelable. Donc le président, là, lui, il est là pour 6 ans non renouvelables. Et puis les autres, là, tous les 3 ans, on change en moitié. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Donc quand on a changé 2 fois, ça fait 6 ans, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette année même, en 2020, là, il a pris un décret
son décret. Cette année même, en 2020, il a pris un décret. Ce décret-là prolonge le mandat des 9 là, jusqu'en 2021. Et puis maintenant, il a ajouté 3 personnes. Ça fait 12 membres. Ceux-là, vous pensez qu'ils peuvent faire quel travail? Et puis on ne vous parle pas de leur salaire. Vous pensez qu'ils peuvent faire quel travail? Aujourd'hui, les problèmes au Mali ont été créés par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que quand les gens ont commencé à se plaindre, le président a dissous, mais le peuple dit, il ne veut pas, mais lui-même là, il n'a pas parti. Donc nous, il ne faut pas qu'on attende d'avoir des problèmes avant de mettre le doigt sur les problèmes qui existent. Le Conseil constitutionnel actuel est un problème. Donc, notre 4e revendication, c'est que ce conseil-là soit dissous et que dans le dialogue qu'ils vont faire au point 2, là, quand tout le monde va venir, là, eux tous, ils vont décider quelles sont les conditions d'éligibilité de nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Là, on est sûr qu'on aura des membres crédibles avec une honnêteté intellectuelle garantie. Donc, c'est notre 4e revendication. Et le président lui-même est venu ajouter une 5e revendication à son affaire de 3e mandat. Un matin, on est là. Voilà des groupes de cadres du RHDP. Voilà des chefs traditionnels indignes qui se lèvent au mépris de la Constitution pour venir demander au président Alassane Ouattara de faire un 3e mandat. Si eux, ils n'ont pas honte là, vraiment, nous, on a honte à leur place. C'est quoi ça? Ce n'est pas possible que le président Alassane Ouattara ait un 3e mandat pour 2 raisons. La première, elle est constitutionnelle. La Constitution, depuis 2000 jusqu'à la nouvelle Constitution, là, limite les mandats à 2 mandats consécutifs. Il a eu un mandat en 2010, un mandat en 2015, c'est fini. C'est fini. Maintenant, le 5 mars 2020, lui-même, on ne l'a pas obligé, devant la communauté internationale, devant la communauté nationale, devant le Sénat et l'Assemblée nationale, il a dit lui-même qu'il va passer la main à la jeune génération. Donc la jeune génération, là, ça se résume à la personne de feu Amadou Bon Coulibaly. C'est lui seul là qui est la jeune génération. Parce que pourquoi après son décès, le RHDP qui a beaucoup de cadres ne peut pas désigner quelqu'un et puis on dit non, il faut que le président se présente pour un 3e mandat. Pourquoi? Il se moque de qui? Donc nous en tant que peuple, c'est à nous de défendre notre loi fondamentale. Même si on ne nous a pas consulté pour modifier la Constitution, à partir du moment où elle est adoptée, elle s'impose à nous tous. Et nous devons la défendre. Donc nous disons non à ce 3e mandat. Le mercredi, là, nous on l'attendait, on s'était préparé. S'il avait dit qu'il se présentait là, le lendemain, là, en tout cas, Dieu seul sait ce qui allait se passer. Il ne faut pas qu'on se moque de nous. Il dit il va réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut que le RHDP désigne un autre candidat. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc toutes ces 5 revendications, c'est des revendications sur lesquelles on a réfléchi en nous posant la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait la paix. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on aille à des élections dans la paix. C'est les 5 là. On refait la liste électorale parce qu'il faut qu'elle soit crédible. On prend une grâce présidentielle pour libérer tous ceux qu'on a attachés. On engage le dialogue inclusif pour décider de toutes les conditions pour aller à des élections, y compris la date. On change la CEI qui n'est pas impartiale. On change le Conseil constitutionnel qui est très dangereux. Et puis le président de la République, là, il doit se respecter.
Un homme, on le respecte à partir de sa parole. Il doit se respecter pour renoncer à ce troisième mandat. Et si ces 5 conditions ne sont pas réunies d'ici le 6 août, nous, on va prendre nos responsabilités. Il parle le 6 août, nous aussi on va parler le 7 août. Pour vous dire ce qu'il faut faire. Donc tout dépend d'eux. Mais on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer à laisser les gens décider pour nous. On ne va pas continuer à laisser les gens nous envoyer la guerre volontairement. On doit lutter pour la paix. Et il vaut mieux mourir pour la paix que de rester là comme un mouton et puis on va t'envoyer la guerre. Une guerre que tu ne comprends même pas. Donc vraiment, si on a tenu aujourd'hui à rencontrer les populations de Yopougon, particulièrement les parents de détenus politiques et militaires, c'est pour dire qu'on doit être solidaire. C'est pour ça qu'on a pris le temps d'expliquer. Depuis la partie où on passe, c'est les mêmes choses qu'on répète. Pour que les gens comprennent pourquoi on veut se lever. Et dans toutes ces explications-là, il y a au moins un point qui intéresse chacun. Il faut arrêter de parler, de murmurer les maisons dans les maquis. Ça ne fait rien. C'est sur ça les gens comptent et puis ils continuent de se moquer de nous. On doit se lever. On doit sensibiliser tout notre entourage. On doit prendre nos responsabilités. Donc on aimerait que vous soyez à l'écoute. Le 7 là, on va dire précisément ce qu'il faut faire. Et il faut que chacun s'apprête par rapport à ça.